Cette énergie masculine l'a fait craquer sur place. Et pourtant, peu d'hommes en sont conscients. C'est une présence, une aura, un comportement que la plupart des hommes ignorent, mais que les femmes ressentent instantanément. Dans ce troisième épisode de l'analyse du livre best-seller de Manuel, nous allons décortiquer pourquoi la masculinité ne s'affiche pas, elle se manifeste, et comment l'incarner. Comme d'habitude, j'ai mouillé la chemise pour vous les amis. J'ai pris soin de traduire la suite du chapitre sur l'attraction, et nous allons entamer tout de suite l'analyse pour en extraire l'essence de la pensée de l'auteur. Donc si tu veux te démarquer des hommes invisibles, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si tu veux soutenir mon travail, pense à liker et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Je cède donc la parole à la plume de l'auteur. La féminité repose sur le fait d'être une femelle sexuellement désirable. Une telle personne possède deux caractéristiques essentielles. Elle est née femelle et elle a un corps attrayant. Ces deux qualités sont facilement capturables en photo. A l'inverse, la masculinité repose sur le fait d'être un mâle sexuellement désirable. Un tel individu se définit par deux éléments. Il est né mâle et il est moins vulnérable que les femelles. Or, sur ces deux caractéristiques, une seule peut être aisément capturée en image. Si une photo vaut 1000 mots, cela signifie que la masculinité est bien plus difficile à décrire et à démontrer que la féminité, ce qui a conduit à une grande confusion dans la perception des dynamiques d'attraction. En d'autres termes, l'auteur souligne la visibilité immédiate de la féminité par rapport à la masculinité. Pourquoi ? Parce que la féminité repose sur des attributs physiques facilement perceptibles, alors que la masculinité repose sur des choses plus complexes telles que le comportement, l'attitude et la perception sociale. Du point de vue d'un homme, si tu prends la photo d'une femme, tu peux immédiatement juger si elle est séduisante ou pas. La plupart des hommes te diront oui, elle est séduisante ou pas. Fin de la discussion, le débat est clos. D'un point de vue féminin, la photo d'un homme ne nous dit pas grand-chose sur sa masculinité. Alors il peut avoir des traits physiques masculins, mais ça ne nous dit rien sur sa confiance en lui, sur son comportement, sur son attitude, sur sa puissance mentale, sur son intelligence sociale, etc., etc. Tant de choses qui sont beaucoup plus importantes qu'un simple physique masculin. Mais tout ça, on va le comprendre. L'auteur enchaîne. Ce qu'une femelle recherche chez un mâle a peu à voir avec son apparence physique, et bien plus avec son comportement. Bien que tout comportement finisse par se manifester extérieurement, les qualités recherchées par les femmes sont bien plus difficiles à détecter à travers une simple photo que celle que les hommes recherchent chez les femmes. Une photo peut aisément indiquer si une personne est un mâle ou une femelle. Et cette technologie humaine est très efficace pour capturer la féminité, c'est-à-dire illustrer à quel point une femelle incarne son sexe. Un observateur peut facilement distinguer une femme plus féminine qu'une autre en comparant les courbes de leur corps. Mais il est bien plus difficile de déterminer si un homme est plus masculin qu'un autre à partir d'une simple photo. Alors là, je vais nuancer tout de même les propos de l'auteur. Alors pour l'auteur, il a une théorie assez simple. En fait, la masculinité et la féminité ne sont pas perceptibles de la même manière. La féminité est perceptible immédiatement. Une femme belle, attrayante, avec de belles courbes, des critères physiques qui attirent les hommes, c'est une femme qui est féminine. Un homme avec un beau physique n'est pas forcément un homme masculin. Ça, c'est le point de l'auteur. Alors, j'aimerais quand même nuancer. Il y a des signes physiques qui peuvent paraître, en tout cas à première vue, dans une première impression, masculins. Par exemple, un homme grand va paraître plus masculin qu'un homme petit. Un homme de 1m95 va paraître plus masculin qu'un homme de 1m70. Mais là où je rejoins l'auteur, c'est que c'est une différence qui n'est pas si importante d'un point de vue féminin. Alors certes, lui part avec, on va dire, une petite avance, mais si le gars qui fait 1m95 n'est pas fort mentalement, s'effondre facilement mentalement, n'a pas de grande confiance en lui, est hésitant, est incertain, n'a pas de leadership, n'a pas d'audace, et que le gars de 1m70, il a de l'audace, il est éloquent, il est puissant socialement, il s'impose, il est beaucoup plus masculin que le gars de 1m95. Ça, il n'y a aucun doute dans l'esprit d'une femme. Donc, je nuancerai tout de même parce qu'il y a certains traits physiques, on va dire une mâchoire carrée, une musculature, qui peuvent donner l'impression de masculinité et qui peuvent donc attirer un petit peu, ou susciter en tout cas la curiosité d'une femme au début, mais c'est sûr que ce n'est pas ça qui définit la masculinité. Une femme a besoin de lire et d'analyser beaucoup plus de données. D'ailleurs, la preuve la plus évidente à ce niveau-là, c'est Tinder. Pourquoi les femmes vous font galérer sur Tinder? Parce qu'elles ont compris cette réalité fondamentale. Parce qu'une femme recherche
Une vraie masculinité, une femme féminine est attirée par ce qui est masculin. Or, combien de fois elle s'est fait avoir par un physique sur Tinder? Elle s'est dit, bon, ce gars, il a les bons attributs physiques, il est intéressant, il est beau gosse, etc. Et elle est allée en date et elle s'est retrouvée face à un gars faible, face à un gars incertain, face à un gars dénué de leadership. Et elle s'est profondément ennuyée face à un gars qui n'a aucune compétence sociale ni de compétence en séduction. Alors certes, il était attirant un minimum physiquement, mais c'est un gars qui n'est pas aligné avec sa masculinité. Point essentiel, crucial dans le désir féminin. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas les bases du désir entre les deux sexes. Et donc, pour revenir à mon exemple sur Tinder, une image, un gars beau gosse sur une photo n'est pas fiable pour une femme. C'est pas un gage fiable de masculinité. Par contre, lorsque tu fais des rencontres dans la vraie vie, et c'est pour ça que je vous pousse à faire des rencontres dans la vraie vie, et vous verrez à quel point c'est beaucoup plus simple. Quand tu fais une rencontre dans la vraie vie, c'est beaucoup plus simple de convertir cette rencontre en date. Alors que sur Tinder, il faut lui parler, il faut blablater, il faut textoter. Et encore, une femme va te faire galérer avant de venir en date parce qu'encore une fois, ça ne dit rien de qui tu es. Et donc, quand tu la rencontres dans la vraie vie, quand tu as pris son contact, c'est un contact beaucoup plus significatif qu'un contact ou qu'un match sur Tinder. Pourquoi? Parce qu'elle t'a vu, elle a analysé, elle a vu si tu as les bons critères masculins, elle a vu ton comportement, ton attitude, ton leadership, ton audace, ta confiance en toi, ton assurance, ta posture, ton langage corporel. Elle s'est dit, ce gars, il est masculin ou pas? Est-ce que ce gars, il m'attire ou pas? Elle le sait. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la plupart de mes rencontres dans la vraie vie, parce que j'ai vu que c'est un gain de temps énorme. Quand je prends un contact dans la vraie vie, 3 jours plus tard, j'envoie juste un message pour organiser un date, c'est dans la poche. Parce qu'elle a vu, parce qu'elle a observé, parce que dès lors qu'elle m'a donné son contact, c'est qu'elle était intéressée. Si je lui avais pas fait bonne impression, elle ne me l'aurait pas donné. Parfois, elle donne, bien sûr, mais c'est un autre sujet. Mais généralement, une vraie rencontre dans la vraie vie, c'est facilement convertible en date. Parce qu'une femme a vérifié ce qu'elle devait vérifier. Et les critères importants pour elle ont été coché. Alors qu'une simple photo, encore une fois, sur Tinder est du blabla, ça ne lui dit rien, encore une fois, sur ton degré de masculinité. Un autre point pour souligner à quel point le physique d'un homme n'est pas un gage de fiabilité, n'est pas un gage de masculinité, c'est tout simplement mon exemple personnel. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais 19-20 ans, je faisais la même taille que maintenant. J'étais toujours grand, je faisais 1m87. Et pourtant, je n'attirais aucune femme. Les femmes ne me calculaient pas. Aujourd'hui, je fais toujours 1m87, bien naturellement, et je plais à des femmes. Certains hommes peuvent se dire « oui, mais c'est parce qu'il est grand ». Ça n'a rien à voir. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai les bonnes qualités qui plaisent aux femmes. Je suis beaucoup plus aligné avec ma masculinité. À 19-20 ans, j'étais beaucoup plus indécis, beaucoup plus incertain, beaucoup plus hésitant, beaucoup plus timide avec les femmes, ce qui fait que les femmes m'ont toujours ignoré et qu'elles s'intéressaient beaucoup plus à des potes à moi qui étaient beaucoup moins attirants physiquement, beaucoup plus petits, mais qui, eux, avaient une certaine confiance en eux, avec un certain leadership, une certaine éloquence, une certaine aisance pour parler avec les femmes, ce qui faisait qu'ils étaient tout le temps choisis et que j'étais tout le temps sur le banc de touche. Et pourtant, c'est presque le même physique. Je n'ai pas tant évolué physiquement. Mais ce qui a changé, c'est par contre la confiance en soi, les vraies compétences. Quel type d'homme je suis? Qu'est-ce que je renvoie comme énergie? La masculinité, encore une fois, ne s'affiche pas. C'est une énergie, une présence, une prestance, une gestion de l'espace. C'est toujours ça. Et si tu comprends ça, cher ami, tu ne seras plus jamais à court d'opportunités avec les femmes. On enchaîne. Beaucoup d'hommes savent très bien ce qu'ils recherchent visuellement chez une femme. Leurs critères sont concrets, physiques et évidents. Des seins bien ronds, un certain ratio taille-hanche, un visage jeune et éclatant. Ils sont même habitués à juger une femme à distance, en évaluant ses traits physiques par rapport à une grille mentale préétablie. Parfois jusqu'à attribuer une note sur une échelle de 0 à 10. Et là, il illustre ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux et ce qu'on voit aussi entre potes. Ce qu'on a aussi en discussion entre potes, on va pas se mentir, entre potes, on se dit elle c'est une 8 sur 10, elle c'est une 9 sur 10, parce qu'entre hommes, en fait, c'est facile de mettre une note parce qu'on se base uniquement sur le physique. Une bombasse, c'est une bombasse. On va pas rentrer dans des débats futiles. Quand toi et ton pote, vous voyez une bombasse, c'est une 9 sur 10, elle est parfaite. On peut bien sûr avoir un petit débat sur oui, c'est une 8,5, il lui manque ceci, ou oui, c'est une 9 pour moi, non, pour moi, c'est une 8,5. Mais généralement, quand on voit une femme belle, elle est belle pour 99% des hommes. Les goûts et les couleurs sont presque proches. Pour 99% des hommes, c'est une belle silhouette, des belles courbes, etc. Et ça montre qu'une femme
est séduisante, elle est féminine. C'est pour ça que c'est tellement simple de mettre une notation. Les femmes ne nous notent pas parce que c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, là, on met en lumière quelque chose d'intéressant. Les hommes se plaignent que les femmes sont complexes, que leur désir est complexe. Mais finalement, c'est parce que les hommes sont complexes et parce que ce qu'on attend des hommes est beaucoup plus complexe. Et c'est aussi une chance pour nous. C'est ce que je vous explique, les amis. Nous, on a un avantage. Une femme, elle a l'obligation, en tout cas pour sa désirabilité et pour sa valeur sur le marché de la séduction, c'est à 95% son physique. Elle n'a pas d'autre choix. Elle sera toujours devancée par une femme plus belle qu'elle. On va pas se mentir. Elle peut être plus intelligente, plus ce que tu veux. Une femme sera toujours devancée par une femme plus belle, plus attrayante, avec de belles courbes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une course pour la chirurgie esthétique et tout ça, parce que c'est une réalité. Une femme, quelles que soient ses valeurs, quelle que soit sa morale, sera toujours devancée et elle sera toujours concurrencée par une femme plus belle qu'elle. Disons les choses. Pour un homme, nous avons une chance inouïe. La masculinité ne se résume pas à des critères physiques. La masculinité, c'est une présence, c'est une aura, c'est une capacité à s'en sortir dans un environnement concurrentiel. C'est de l'intelligence émotionnelle, c'est de la perception sociale. C'est ta manière de naviguer dans l'environnement social dans lequel tu es. C'est ta manière de trouver des solutions à des problèmes. C'est ta manière d'évoluer, c'est ta manière de parler. C'est ton aisance, c'est ta manière de gérer l'espace, c'est ton langage corporel. C'est toutes ces choses en même temps. Et tu peux tellement améliorer chacun de ces mini-aspects de ta vie que tu as tout le temps un axe d'amélioration. Et c'est notre chance en tant qu'homme, c'est notre avantage sur le marché de la séduction, c'est qu'on a toujours un axe d'amélioration pour ceux qui sont ambitieux. Bien sûr, pour celui qui a une mentalité fataliste, pour le pleurnicheur de base, lui, il est mort dans le game. Mais pour les gars qui veulent avancer, pour les gars qui veulent augmenter leur valeur d'homme, pour les gars qui veulent s'en sortir, il y a toujours un axe d'amélioration, il y a toujours un espoir. Contrairement aux femmes, où finalement l'axe d'amélioration, il n'est que physique, malheureusement. Et c'est ce que l'auteur va pointer du doigt. En revanche, les femmes ne peuvent pas procéder de la même manière lorsqu'elles regardent un homme. La plupart des hommes pensent à tort que les femmes ont une liste de critères visuels similaires aux leurs. Pourtant, la réalité les contredit en permanence, notamment lorsqu'ils constatent que des hommes objectivement laids ou en surpoids sont en couple avec des femmes magnifiques et en pleine forme. Prenons un exemple flagrant. Sur la couverture d'un magazine masculin, on retrouve généralement une femme séduisante. Sur la couverture d'un magazine féminin, on retrouve une femme séduisante, et non un homme beau ou même un homme tout court. La preuve est là, visible pour quiconque veut bien la voir. Mais comme la plupart des hommes ne comprennent pas que les femmes sont attirées par d'autres types de qualités, et comme chacun a tendance à voir ce qu'il veut voir, ils ignorent la réalité et continuent de croire que l'attirance fonctionne de façon symétrique entre les deux sexes. Là, l'auteur pointe du doigt les simples d'esprit, ceux qui n'ont pas les capacités intellectuelles pour comprendre les réalités des relations hommes-femmes, comprendre l'attraction masculine et féminine, et qui vont avoir tendance à voir le monde de manière simpliste, et par extension, les relations hommes-femmes de manière simpliste. Qui sont ces simples d'esprit? Tu vas vite les reconnaître, cher ami, on les voit beaucoup sur les réseaux. C'est les hommes qui vont penser que l'attirance féminine repose sur une de ces deux choses. Généralement, ils se divisent en deux groupes. Ceux qui pensent que l'attirance féminine, que les femmes ne sont intéressées que par les hommes beaux, que par le physique d'un homme, et ceux qui pensent que les femmes ne sont attirées que par l'argent, uniquement l'argent. Et généralement, pourquoi ils pensent ainsi? C'est intéressant de comprendre ça. Ils pensent ainsi parce qu'ils ne croient que ce qu'ils ne voient et qu'ils ne peuvent pas avoir une analyse plus profonde. Et ils ne sont pas tout simplement abonnés aussi à la chaîne de Tonton Kamal. Donc, ils n'ont pas accès à tout ce contenu, à tous ces auteurs, toutes ces pensées. Bref, donc comment ils procèdent? Quand ils voient une femme belle et attirante aux yeux d'un homme, ils se disent, bon, le gars est beau gosse. Donc, c'est naturel que les femmes belles adorent les hommes beaux gosses. Deuxième cas, ils voient une très belle femme avec un homme qui est laid, voire très moyen physiquement. Et là, ils ont un petit bug et ils se disent, s'il est moche ou s'il est laid, ça veut dire qu'il est riche. C'est pour ça qu'elle est avec lui. Donc, encore une fois, c'est leur manière d'analyser les choses. Mais comme l'explique l'auteur, ils ne veulent pas comprendre que l'attirance féminine est différente de l'attirance masculine. C'est pas parce que toi, tu es attiré par le physique d'une femme qu'une femme est attirée par le physique d'un homme. Loin de là. Une femme est attirée par la masculinité et un homme est attiré par la féminité. Sauf qu'encore une fois, la masculinité et la féminité ne sont pas symétriques. Et il faut le comprendre. Ce qui attire une femme, c'est des qualités beaucoup plus profondes parce que, ancestralement, sur des dizaines de milliers d'années, elle cherchait un soutien de poids. Ce qui est attirant chez un homme, c'est sa capacité à avoir des ressources.
à développer des ressources, sa capacité à s'en sortir dans un environnement concurrentiel, sa capacité à être fort mentalement pour faire face aux tribulations de l'existence, sa capacité à trouver des solutions à des problèmes complexes. C'est ça qui fait la différence. Pas en fait une gueule ou une mâchoire. C'est bien beau, ça peut être la cerise sur le gâteau, mais c'est pas l'essence de la masculinité. En réalité, les traits qui attirent réellement les femmes sont souvent internes plutôt qu'externes. Ils sont abstraits, subtils, difficiles à expliquer. L'attitude, le comportement, la manière dont un homme fait ressentir quelque chose à une femme. Tout cela est bien plus déterminant que la proportion du corps, la taille ou même la dimension du pénis, qui obsèdent pourtant les hommes et qui font l'objet de nombreuses recherches sur l'attraction. Le fait que les femmes ne soient pas principalement attirées par l'apparence physique des hommes signifie également qu'elles ne peuvent pas les catégoriser aussi simplement que les hommes le font avec les femmes. Par exemple, en classant un homme par sa taille. Elles ne peuvent pas tirer de conclusions fiables à partir de ce type de classement. Et oui, cher ami, parce que les hommes notent, mais les femmes ressentent. Et c'est là la différence fondamentale dans l'évaluation de l'attractivité. L'auteur mentionne que les hommes sont habitués à juger les femmes sur une échelle chiffrée de 0 à 10, en fonction de leur physique. Mais les femmes ne font pas la même chose avec les hommes. Pourquoi ? Parce que les femmes ne classent pas les hommes sur des critères purement visuels, mais sur une combinaison complexe d'éléments comportementaux et émotionnels. Mais l'auteur va tout de même pointer du doigt un fait curieux. Pourtant, de nombreuses femmes continuent de le faire, surtout lorsqu'un homme les pousse à formuler leurs préférences. C'est pour cette raison que certaines femmes se retrouvent parfois surprises, confuses et intriguées lorsqu'elles sont attirées par un homme qui ne correspond pas aux critères visuels qu'elles pensaient rechercher. Et tu l'as sans doute remarqué, cher ami, on va pousser les femmes à formuler leurs préférences. On va être dans des conversations entre potes, par exemple, et on va demander à une collègue ou à une amie « Quelles sont tes préférences physiques pour un homme ?» Et malheureusement, on lui a posé la question, même si elle, la préférence physique, c'est pas si important. Mais vu que c'est le sujet du débat, elle va formuler sa préférence physique. Elle va dire un homme, je sais pas, brun, avec une barbe, 1m90, etc. Et les hommes vont prendre ça pour argent comptant. On se dire, bon, c'est ce qu'elle veut comme physique masculin, c'est ce qui l'attire. Mais pour les femmes, ce n'est pas si important. Elle l'a formulé parce qu'on lui pose la question sur ses préférences physiques, mais ce n'est pas si important. C'est pour ça que les hommes ensuite, et même les femmes d'ailleurs elles-mêmes, parce qu'elles formulent souvent ses préférences physiques, ensuite elle est confuse et même surprise par son propre choix de partenaire lorsqu'elle se retrouve avec un gars qui fait 1m70 ou un gars qui est complètement différent de ses critères physiques de base. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ce gars, à ce moment T, il avait la bonne attitude, il avait le bon comportement, il était aligné avec sa masculinité et il l'a attiré quasiment biologiquement. C'est ainsi, l'attraction repose sur le clivage masculin-féminin. Sans ce clivage, il n'y a pas d'attraction. Et c'est la masculinité qui attire. Peu importe si tu fais 1m70 ou 1m95 ou ce que tu veux. C'est ta présence, ton énergie, tes qualités masculines par excellence, ce que je t'explique souvent. Est-ce que tu es un homme entreprenant ? Est-ce que tu prends des décisions ? Est-ce que tu es capable d'aller provoquer une rencontre ? Est-ce que tu as confiance en toi ? Est-ce que tu as de l'audace ? Est-ce que tu as du contrôle émotionnel ? C'est ça qui est important pour un homme. C'est ça qui est crucial. C'est ça le nerf de la guerre pour un homme. Et donc les femmes finissent par se diriger vers ce type d'homme et non pas forcément vers les hommes qui ont les critères physiques. Ce qui se passe souvent aussi, c'est que généralement, il y a aussi, on va pas se mentir, il y a beaucoup d'hommes beaux gosses et qui ont aussi les critères physiques. Généralement, parfois, la vie fait bien les choses. C'est-à-dire que le gars qui est beau gosse, il a aussi les critères masculins qui vont avec. Il a développé cette énergie et donc, il y a aussi des femmes qui vont vers des gars beaux gosses parce que c'est pas parce qu'ils sont beaux gosses, c'est surtout parce qu'ils sont aussi alignés avec leur masculinité. Être beau gosse, c'est un plus aussi, elles ne vont pas cracher dessus, c'est bien d'avoir une belle silhouette, un beau décor. Mais ces gars sont d'abord des gars masculins, alignés avec leur masculinité. Moi, je n'ai jamais vu un gars mou, hésitant, indécis, qui n'est pas aligné avec sa masculinité, qui passe son temps à s'apitoyer sur son sort, qui est dans la pleurnicherie permanente, être séduisant, même s'il peut être très beau, même s'il peut être grand, même si on prend les critères physiques que tu veux. S'il n'est pas aligné avec sa masculinité, s'il n'a pas des qualités purement masculines, généralement, il est très peu séduisant pour l'autre sexe. On enchaîne. Bien que de nombreuses femelles ne soient pas particulièrement féminines et que de nombreux mâles ne soient pas particulièrement masculins, celles qui manquent de féminité et ceux qui manquent de masculinité ne sont pas neutres. Ils se situent simplement à l'extrémité opposée du spectre. Cela signifie que les femelles les moins féminines sont en réalité masculines et que les mâles les moins masculins sont en réalité féminins. Ils sont ainsi les individus les moins attirants pour le sexe opposé. Si nous ne pouvons pas choisir notre sexe,
nous naissons mâles ou femelles, nous pouvons en revanche contrôler à quel point nous paraissons masculins ou féminins. Si nous voulons réussir avec le sexe opposé, nous devons maximiser notre attractivité en maîtrisant notre apparence, car nous nous situons toujours quelque part sur ce spectre. Et là, c'est très intéressant parce que l'auteur met en lumière quelque chose de très présent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui où les hommes sont de plus en plus féminisés et les femmes de plus en plus masculinisées. C'est un fait. Et c'est pour une raison simple, c'est que lorsqu'un homme n'est pas aligné avec sa masculinité, il n'est pas neutre. Il n'y a pas de neutralité entre le masculin et le féminin. Il n'y a pas un endroit au milieu où on peut se tasser. Soit on est masculin, soit on est féminin. Donc, plus un homme il se délaisse de sa masculinité et il est point aligné avec sa masculinité, plus il se rapproche de sa féminité. Et pareil, plus une femme adopte des comportements masculins, plus elle se rapproche, elle se marie avec une certaine masculinité. Elle prend de la distance avec sa féminité, elle se marie avec sa masculinité. Et donc, ce sont les individus les moins attirants pour l'autre sexe, parce qu'une femme féminine ne veut pas d'un homme qui a des comportements féminins et qui se rapproche de sa féminité à elle, ce qui est logique. Le féminin veut ce qui est à l'opposé du spectre. Donc, plus une femme est féminine, plus elle cherche un homme très masculin. Plus un homme est très masculin, plus il cherche une femme très féminine. Ça, c'est une règle d'or. Mais pour l'auteur, on a la chance de pouvoir contrôler où on peut se situer sur le spectre. Tu peux être né mâle, mais avoir des comportements féminins, effectivement, comme il l'explique, et donc te rapprocher de la féminité sur le spectre. Mais par contre, tu peux quand même contrôler ça. Tu peux avoir des comportements plus masculins, tu peux travailler encore une fois sur tes qualités masculines par excellence pour contrôler où tu te situes sur le spectre et rester aligné avec ta masculinité. Donc, on peut travailler sur ça et l'auteur va nous expliquer comment. L'impression de masculinité que l'on dégage, et donc l'attractivité perçue par les femelles, dépend de la manière dont on se présente. Tout repose sur le fait d'accentuer ou de minimiser son identité masculine et tout ce qu'elle implique. Être un homme signifie notamment éviter d'adopter des comportements typiquement féminins. Un bon point de départ pour comprendre comment être masculin est donc d'apprendre à reconnaître les comportements féminins habituels afin de les éviter, voire d'adopter l'attitude inverse. Être un homme ne consiste pas tant à faire des choses traditionnellement masculines qu'à ne pas se comporter comme une femme. Il n'est pas nécessaire d'abuser de la bière, de chasser des animaux ou de regarder du sport pour agir comme un homme. Personnellement, je ne m'intéresse à aucune de ces activités et je préfère de loin passer mon temps libre à boire avec des femmes, à les séduire et à comprendre leur psychologie. Et là, c'est un point très important. L'auteur répond à une question simple. Tu dois te dire, cher ami, comment être masculin alors? Comment maximiser ses chances de rester le plus aligné avec sa masculinité? Eh bien, ça commence par ne pas adopter des comportements féminins, tout simplement. C'est ce que l'auteur explique. C'est pas forcément en adoptant des comportements ou des expressions de la masculinité, telles qu'aller à la chasse, ou jouer au foot, ou boire de la bière entre collègues, qui va faire de toi un homme plus masculin. Tu peux faire ça, être quand même faible mentalement, adopter des comportements féminins, t'apitoyer sur ton sort, adopter tout type de comportement féminin qui te rapproche de ta féminité. Donc ce qui est important d'abord, c'est de reconnaître les comportements féminins pour pouvoir les éviter. Et il faut comprendre une chose essentielle. Un homme passif, dépendant, qui se plaint souvent, qui évite le conflit et qui a peur de prendre des décisions, renvoie une énergie féminine. Peu importe sa barbe ou ses muscles, ce qui dégage de lui est perçu comme non attirant par les femmes. Et l'auteur insiste sur une réalité fondamentale. Être masculin, c'est d'abord ne pas être féminin. Être masculin, ce n'est pas seulement faire des choses d'homme, c'est éviter de faire des choses de femme. Et ça change tout. Tu n'as pas besoin de clichés virils, pas besoin de boire des bières, de chasser ou de parler foot. La masculinité n'est pas un déguisement, c'est une énergie. Un positionnement. C'est dans la posture, dans la voix, dans la direction que tu prends. C'est dans le fait de ne pas fuir l'inconfort. C'est dans ta capacité à encaisser, à contenir et à guider. Et l'auteur enchaîne. Cependant, pour éviter avec succès les comportements typiquement féminins, il est indispensable de comprendre en quoi ils consistent. La base de la féminité repose sur la différence biologique déjà abordée. Puisque les femelles sont physiquement plus vulnérables que les mâles, les comportements féminins typiques sont l'expression de cette vulnérabilité, principalement à travers l'émotivité, c'est-à-dire l'expression d'émotions de faiblesse ou le fait de se laisser guider par elles. Les femmes manifestent cette vulnérabilité de multiples façons. Elles pleurent plus facilement, crient lorsqu'elles sont surprises, évitent toute forme de risque, exagèrent la moindre douleur, font plus de bruit lorsqu'elles fournissent un effort, esquivent le travail physique, comptent davantage sur les autres pour les aider et les soutenir, cherchent à éviter les conflits,
favorise le consensus dans les interactions sociales en parlant davantage sans exprimer d'opposition, privilégie la collaboration à la compétition, attaque leurs rivaux par des moyens plus psychologiques que physiques, préfère les emplois confortables en intérieur plutôt que les professions dangereuses en extérieur, garde les genoux et les coudes rapprochés pour se couvrir davantage, etc., etc. Donc tu l'as compris, selon l'auteur, si tu veux éviter les comportements typiquement féminins, il faut d'abord les identifier. Et c'est là que le texte devient précieux. L'auteur dresse un portrait comportemental de la féminité fondé sur une réalité biologique, la vulnérabilité physique des femelles. Et cette vulnérabilité se manifeste par des comportements d'évitement, de protection et d'émotion. Un exemple dans la réalité. Une femme qui, dans une dispute, va pleurer, chercher du soutien ou faire appel au groupe pour valider son émotion, incarne un comportement typiquement féminin, basé sur la recherche de protection. En revanche, si un homme adopte ces comportements, il n'apparaît ni fort ni attirant, mais fragile, voire instable émotionnellement. Et prenons un exemple encore plus simple. Un homme timide est repoussant pour les femmes, une femme timide est attirante pour les hommes. Un homme timide, ça dénote un certain manque de charisme, d'audace, de leadership, de prise d'initiative et donc une incapacité à prendre les devants, à réaliser des objectifs, à réaliser des choses dans sa vie et donc à se distinguer socialement aussi. Donc c'est complètement repoussant pour les femmes. Une femme timide par contre, donc on prend le même défaut. Une femme timide, c'est une qualité pour elle. Une femme timide va attirer énormément d'hommes. Énormément d'hommes aiment une femme qui va se sentir un peu gênée, qui va se sentir un peu intimidée par leur masculinité. C'est attirant parce que ça renvoie à notre besoin ou à notre envie de les protéger. Et une femme veut être protégée. Elle cherche un sentiment de sécurité chez les hommes. Un des besoins de la féminité, c'est un sentiment de protection. Et un des rôles de la masculinité, c'est protéger les femmes. Donc, tout simplement, le même comportement, le même défaut est une qualité pour l'un et une qualité pour l'autre sexe, et un défaut, pour l'autre sexe. On enchaîne. Tu as probablement déjà observé ces comportements chez les femmes sans réaliser qu'ils sont en réalité des expressions de leur vulnérabilité. Une fois perçus sous cet angle, ces comportements prennent un tout autre sens. De nombreux mâles ont remarqué que les femmes sont émotionnelles, mais en ont conclu à tort qu'elles sont également irrationnelles, ce qui est faux. Les femmes ne sont pas des hommes. Il serait donc irrationnel pour elles d'agir comme des hommes. Puisque les femelles sont plus vulnérables que les mâles, il est logique qu'elles soient élevées différemment. C'est pourquoi leur socialisation leur apprend à exagérer et à exprimer leurs différences biologiques avec les mâles, bien que cette transmission et cette expression sont en grande partie inconscientes. En fait, c'est vrai que ce dernier paragraphe peut paraître, à première vue, un peu nébuleux, mais on va l'éclaircir, cher ami, pas de panique, tonton Kamal est là. En fait, l'auteur nous explique qu'une fois que les hommes s'en rendent compte, ils comprennent la différence biologique, ils comprennent que les femmes sont plus émotionnelles, etc. Mais ils vont avoir tendance à se dire, bon, les femmes sont émotionnelles, elles réagissent un peu excessivement, elles ont tendance à exagérer, on n'arrive pas à avoir une discussion constructive avec elles, parfois elles tombent dans l'émotion directement, donc elles sont irrationnelles. Mais l'auteur, en fait, nous dit non, elles ne sont pas irrationnelles. Elles sont alignées avec leur rôle biologique et elles sont alignées avec leur féminité. En fait, pour une femme, tous ces comportements ont une fonction biologique. C'est de chercher la protection, c'est chercher de l'aide extérieure, c'est de chercher à se protéger à travers l'expression de leurs émotions. Les femmes s'expriment émotionnellement. Un homme ne s'exprime pas. On va l'élever de manière à... Il ne faut pas pleurer, il faut contenir ses émotions, il faut faire face, il faut faire front et c'est normal. Une femme, on va lui expliquer qu'il faut au contraire exprimer ses émotions, exagérer une douleur physique, exagérer ceci, chercher de l'aide quand il faut, collaborer plutôt que de chercher la compétition. Les femmes sont ainsi. Donc, en fait, elles ne sont pas irrationnelles. C'est d'ailleurs le meilleur moyen pour une femme, pour trouver un bon partenaire, c'est de chercher à éveiller le besoin de protection d'un homme. Et comment l'éveiller? C'est au contraire, en agissant émotionnellement, en cherchant finalement le soutien, en s'exprimant émotionnellement, en exagérant quelquefois sa manière de parler. Alors, c'est pas clair pour les hommes, mais c'est très efficace pour les femmes parce qu'à travers l'émotion, elles expriment une insécurité. Et cette insécurité, les hommes vont venir la combler par de la protection émotionnelle, par d'autres formes de protection et de sécurité qu'ils vont véhiculer aux femmes. Mais encore une fois, l'émotion est là pour véhiculer une insécurité. Cette insécurité attire les hommes. Comme quoi la nature ou Dieu fait bien les choses. Une femme ne fonctionne pas comme un homme. Elle répond à sa propre réalité biologique. Et s'attendre à ce qu'une femme
réagisse ou fonctionne rationnellement comme toi, c'est déjà ne pas comprendre sa réalité biologique et ne rien comprendre à la psychologie féminine. Un homme intelligent comprend que les femmes exagèrent naturellement leur vulnérabilité parce que cela attire l'aide et la protection, ce qui a été historiquement essentiel à leur survie. Et cette différenciation comportementale creuse une trajectoire totalement différente. Les femmes expriment leur vulnérabilité, les hommes apprennent à la contenir. La conséquence, c'est qu'un homme qui exprime ses insécurités de la même manière qu'une femme perturbe profondément les repères féminins. C'est ce que je t'explique. Quand une femme se retrouve face à un homme qui s'exprime comme une femme, qui se lamente, qui s'apitoie sur son sort, qui pointe du doigt un tel ou un autre, qui se victimise, eh bien là, elle est perdue, elle est déboussolée. Et là, tu dois me rétorquer, cher ami, et à juste titre, mais ça veut dire quoi, tonton Kamal? Donc, les hommes ne peuvent surtout pas exprimer leurs émotions au risque de paraître féminins. Alors pas du tout, c'est plus nuancé, cher ami. C'est surtout les émotions de faiblesse qui font fuir les femmes. D'autres types d'émotions, tu peux très bien les exprimer et t'exprimer émotionnellement, ce n'est pas un problème. Et l'auteur va l'expliquer en détail dans la suite de ce chapitre. Donc je t'invite, cher ami, à t'abonner et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode où il va nous expliquer exactement quelles sont les émotions qui sont finalement de type féminine, quelle expression émotionnelle repousse les femmes. C'est très intéressant. On va se plonger dans ça. Si tu as aimé cet épisode, like, commente. Dis-moi si cette série sur l'analyse de ce livre est intéressante parce que c'est beaucoup de travail aussi, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup d'analyse, de traduction, etc. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux qu'on continue. Sinon, on s'arrête là, tout simplement, et on s'attaquera à d'autres types de vidéos. Bref, les amis, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à réserver votre consultation gratuite à mes côtés et vous découvrirez comment je peux vous aider à révolutionner votre vie amoureuse via mon accompagnement. C'est le premier lien en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez séduisants.